Au sommaire de cette édition, à Madagascar, le 58e anniversaire de l'indépendance a été célébré dans le calme et la crise politique était au cœur du discours présidentiel. Au Niger, les élèves de la classe de 3e ont entamé ce lundi les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle et ce, après une année scolaire tumultueuse. Et puis en visite en Italie, le président français Emmanuel Macron a commenté le défi migratoire auquel l'Europe fait face. Bienvenue à tous et merci de prendre ce rendez-vous. À Madagascar, le président Eri a appelé à une élection présidentielle qui sera effectuée dans le respect de la loi en vigueur. C'était à l'occasion de la célébration des 58 ans d'indépendance de l'île ce mardi. Le 58e anniversaire de l'indépendance du Madagascar a été célébré dans le calme. À cette occasion, le chef de l'État, Eri, a fait le bilan de ses 4 années et demie au pouvoir, mettant l'accent sur l'augmentation des exportations, la hausse de la croissance ou encore le recul du taux d'extrême pauvreté. Le contexte politique tendu de ces derniers mois était également au cœur de son discours. J'avais dit, et je le redis aujourd'hui, ça suffit. Nous avons vu tant de politiciens qui pensaient pouvoir acheter le pouvoir à coups d'argent. On ne peut accepter de profiter de la pauvreté et de la détresse du peuple pour les payer, voire les intimider et les lancer dans les rues en espérant faire des martyrs au profit d'ambitions politiques. Si l'ancien chef de l'État, Mak Ravalomanana, a répondu présent à l'invitation de l'actuel président au traditionnel défilé militaire, il n'en est pas de même pour l'ancien président de la transition, Andry Rajoelina, qui a décliné l'invitation. Pour rappel, certains députés de l'opposition et manifestants se rassemblent encore quasi quotidiennement sur la place du 13 mai pour demander le départ du chef de l'État. Toutefois, les cérémonies du 26 juin se sont déroulées sans encombre. Au Cameroun, le gouvernement a déposé ce mardi à l'Assemblée nationale un projet de loi portant prorogation du mandat des députés de 12 mois. Cette mesure vise, selon l'exécutif camerounais, à désengorger le calendrier électoral qui prévoit cette année, outre l'élection des députés, la présidentielle et le renouvellement des conseils municipaux. Ainsi, le présent mandat des députés qui s'achève le 29 octobre prochain sera rallongé jusqu'au 29 octobre 2019. Des experts de l'ONU ayant enquêté sur les atrocités commises depuis 2016 contre des populations civiles au Kasaï, en République démocratique du Congo, ont accusé ce mardi les forces de sécurité et les milices de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les enquêteurs de l'ONU ont surtout souligné l'urgence de mettre en place une politique de désarmement des milices et un processus de réconciliation afin d'éviter une nouvelle vague de violence et de permettre le retour des déplacés et réfugiés. La région du Kasaï en RDC a été le théâtre en 2016-2017 d'un violent conflit depuis la mort le 12 août 2016 du chef traditionnel Kamwina Nsapu. Le bilan des affrontements entre les miliciens Kamwina Nsapu et les forces de sécurité, soutenus selon l'ONU par les milices Banamura, est évalué à plus de 3000 morts et 1,4 million de déplacés. Des experts de l'ONU qui ont enquêté sur les atrocités commises depuis 2016 contre des populations civiles au Kasaï ont accusé mardi les forces de défense et de sécurité, les milices Banamura et la milice Kamwina Nsapu, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre ainsi que de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Mais déplorant un très sérieux problème d'impunité qui subsiste malgré l'ampleur et la gravité des crimes, les enquêteurs de l'ONU ont tout de même indiqué l'urgence de mettre en place une politique de désarmement des milices, un processus de réconciliation afin d'éviter une nouvelle vague de violence et de permettre le retour des déplacés et des réfugiés. Les enquêteurs, dont le rapport sera présenté le 3 juillet au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ont récolté des informations en menant notamment des entretiens avec 524 victimes, témoins, auteurs présumés et autres sources. Le deuxième jour de pourparlers de paix à Khartoum ce mardi a connu une avancée. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord sur certains points d'après un ministre soudanais. Les détails.
Les autorités soudanaises ont suscité de l'espoir mardi, affirmant que les deux protagonistes soudanais commençaient à s'entendre. Lors d'une réunion à huis clos avec le président soudanais Omar el-Béchir, le président Salva Kiir et Riek Machar se sont mis d'accord sur certains points. À en croire le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed. Il a également été affirmé qu'un accord devait être signé ce mercredi au palais présidentiel à Khartoum. Plus de détails n'ont pas été donnés. Pendant ce temps, un porte-parole de Riek Machar a assuré que les négociations étaient toujours en cours. Selon ce dernier, le gouvernement soudanais a proposé que les deux parties signent un accord cadre, mais la signature dépend de la façon dont progressent les négociations. Depuis lundi, en effet, Kiir et Machar participent à un nouveau round de discussions en vue de mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays depuis 2013. Lundi, les deux personnalités avaient exprimé leur espoir de trouver un accord à l'ouverture des discussions dans la capitale soudanaise. On parle éducation à présent. Après une année scolaire tumultueuse, les élèves de la classe de 3e ont entamé ce lundi les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. Le gouvernement a mis en garde candidats et surveillants contre toute tentative de fraude. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Ils sont cette année plus de 150 000 candidats sur l'ensemble du territoire à subir les épreuves de fin d'année du brevet d'études du premier cycle BEPC. À Niamey, c'est le gouverneur qui a lancé les épreuves en présence du président de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il a attiré l'attention des candidats sur les fraudes. Le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, et le Premier ministre, Birji Rafini, chef du gouvernement, exigent la crédibilité de ces examens pour qu'enfin seuls les méritants gagnent. Nous voudrions des enfants bien formés, des enfants bien organisés, bien stéréotypés. Et par conséquent, il nous faut des examens crédibles. Les candidats sont appelés à compter sur leurs propres efforts. Ils doivent, selon les conseils d'un jury, se concentrer sur les épreuves, car tout ce qui leur sera demandé est du déjà vu en classe. L'endroit des candidats, c'est vraiment de rester calme, d'affronter les épreuves. On ne peut pas les demander ce qu'ils n'ont pas déjà fait. Et tout ce qui est déjà, dans tous les cas, le candidat qui sera admis est déjà inscrit. Donc c'est au candidat de choisir le chemin suivi pour atteindre son résultat. Malgré les menaces de certains enseignants, les examens ont pu se tenir. Seule incertitude, le taux de réussite, car l'année scolaire a été fortement perturbée en raison des mouvements aussi bien des scolaires que des enseignants. Vente illégale de produits pétroliers par les autorités rivales de l'Est de la Libye. Le gouvernement d'union nationale a appelé ce mardi le Conseil de sécurité des Nations Unies à bloquer toute tentative de vente illégale de pétrole. Le communiqué diffusé par le gouvernement d'union nationale est on ne peut plus direct. Il stipule que remettre les terminaux pétroliers à une entité qui n'est pas légitime ne fait qu'exacerber les tensions en Libye, nuit au processus d'entente et incite à la discorde et à la division. Lundi, en effet, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé que toutes les installations sous contrôle de ses forces seraient remises à la compagnie de pétrole du gouvernement parallèle basée dans l'est du pays. La Libye s'enfonce un peu plus dans la crise avec un nouveau bras de fer entre les autorités politiques rivales autour du contrôle des terminaux pétroliers et de la gestion des revenus de l'or noir, loin des engagements pris le mois dernier à Paris. En effet, l'armée nationale libyenne contrôle notamment les 4 terminaux du croissant pétrolier au nord-est, en plus du port de Hariga, près de la frontière égyptienne, par lesquels l'essentiel du pétrole libyen est exporté. Jusqu'ici, ces sites sont gérés par la NOC, qui a adressé une mise en garde aux entreprises internationales contre la signature de contrats d'achat de pétrole auprès d'institutions parallèles.
Je le disais en titre, le président français a, lors d'une conférence de presse à Rome, commenté sa rencontre avec le premier ministre italien Giuseppe Conte. Il a également commenté le défi migratoire auquel l'Europe fait face. On le suit. C'est donc le choix retenu. C'était donc un échange en effet privé. C'est pour ça qu'il n'était pas inscrit à l'agenda, mais il s'est bien tenu. Et nous avons, après notre discussion de dimanche et avant de nous retrouver jeudi, pu échanger sur les différents sujets d'actualité et les conclusions du Conseil à venir, qu'il s'agisse d'ailleurs des sujets migratoires ou de la zone euro. Si nous regardons la réalité des choses, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une crise migratoire. C'est une crise politique de l'Europe sur les migrations. Mais nous avons, dans la durée, un vrai problème de migration qui s'est installé. Mais le pic de cette crise était pour l'Italie il y a un an, au pire moment de Mare Nostrum, ou pour l'Europe en 2015, si nous regardons les chiffres. Le sol libyen. Et donc nous avons aussi décidé de renforcer notre coopération avec la Libye et les gardes-côtes pour éviter que les passeurs ne continuent à les mettre sur ces embarcations de fortune et à leur faire courir tous les risques. Et la capacité à fermer cette route est la réponse la plus efficace à cette situation, mais aussi la plus humaine. Nous sommes prêts à envoyer, nous, les équipes, pour instruire la demande d'asile sur le sol libyen. Et puis les Saoudiennes ont pris cette semaine le volant après la levée d'interdiction de conduire. Longtemps attendu, seulement un obstacle se dresse désormais sur leur chemin. Le sexisme des hommes. Reportage. La levée d'interdiction de conduire aux femmes en Arabie Saoudite. Un renversement des rôles inimaginable dans le royaume ultra-conservateur jusqu'à la publication en septembre dernier d'un décret royal prévoyant la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire. Ces dernières 48 heures, des vidéos montrant des femmes au volant et des hommes sur le siège passager ont inondé les réseaux sociaux. L'interdiction de conduire est une petite réforme. C'était la chose la plus facile à faire, l'étape la plus facile à franchir, et Mohamed bin Salman, le prince héritier, ferait bonne figure pour le monde extérieur et la communauté internationale, ce qui est l'un de leurs objectifs actuels, de se présenter sous un jour plus positif. Mais vu la réalité sur place et étant donné que des militants ont été emprisonnés, ciblés et calomniés dans les médias pour revendiquer des droits fondamentaux, dont le droit de conduire, alors je ne vois rien qui mérite d'être célébré pour le moment. En juin, quelques semaines avant la levée de l'interdiction de conduire, le 24 juin, 2 activistes ont été arrêtés ainsi que celle actuellement derrière les barreaux, Nouf Abdulaziz et Maya Zarani, qui ont publiquement manifesté leur soutien aux militantes des droits de femmes derrière les barreaux. Et c'est pourquoi elles ont été arrêtées, ou du moins c'est pourquoi nous suspectons qu'elles ont été arrêtées. Pour l'heure, la majorité des conductrices sont des Saoudiennes ayant échangé des permis étrangers contre des licences du royaume. Quelques 120 000 femmes au total ont fait des demandes de permis selon le ministère de l'Intérieur. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.